Il est une tradition que je me suis auto-imposée, c'est de donner un titre à mes interventions de rentrée académique. Et je ne faillirai pas cette fois-ci, en cohérence avec les titres des 9 rentrées académiques précédentes. Et donc, aujourd'hui, ce sera, comme c'est d'habitude un verbe, ce sera « transmettre ». Et ce mot est lourd de sens. On y retrouve « communiquer », faire parvenir, donner à quelqu'un quelque chose qu'on a reçu soi-même, agir en intermédiaire, faire passer. Que peut-on transmettre? Un message, un signal, une information, mais aussi un savoir-faire, un art, une technique, ou encore un héritage, ou même un bonheur, une joie. Je sais, on transmet aussi une mauvaise nouvelle, une maladie ou des dettes. Mais dans ce mot « transmettre », il y a dans le fond l'essentiel de ce que nous faisons de notre vie. Et en particulier nous, les professeurs d'université. En réalité, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais fait autre chose que transmettre. Comme chercheur, comme enseignant, comme parent. Transmettre est donc le symbole le plus universel de notre nature d'être humain, de notre passage temporaire dans l'état de vivant. Il est cependant difficile de transmettre lorsque les conditions sont changeantes. La succession relativement rapide de décrets d'une part, l'apparition rapide de nouveaux moyens de communication, d'autre part, moyens de communication donc de transmission, qu'il serait absurde de ne pas domestiquer et utiliser adéquatement. Même transmettre les fruits de la recherche commence à devenir extrêmement compliqué aujourd'hui. Et pourtant, cette recherche, financée largement par les deniers publics, doit pouvoir être librement accessible. Et là non plus, le combat n'est pas terminé. Il faut impérativement éviter que les nouvelles voies ouvertes par le mouvement de l'accès libre aux publications scientifiques ne soient détournées avec des intentions perverses par les pouvoirs de l'argent. Pour transmettre avec une quelconque efficacité, il faut que la transmission rencontre une réception. En matière d'enseignement, on ne s'étonnera pas si je reviens une fois encore sur la nécessité de veiller à ce que les choix de l'étudiant pour sa formation dans le secondaire correspondent le mieux possible à son futur choix universitaire, si on veut que le récepteur entende et comprenne le transmetteur. Je sais, ce n'est pas simple à 15 ans, mais c'est nécessaire et cela exige évidemment des possibilités de réajustement et un encadrement adéquat. Personne ne trouve anormal que quelqu'un ne puisse accomplir son rêve de devenir joueur de football professionnel sans avoir reçu une préparation physique suffisante les années précédentes. Pourquoi donc en irait-il différemment du cerveau que des mollets? Enfin, le jour est à présent venu pour moi de transmettre les pouvoirs et le devoir de la charge de recteur, encore une autre transmission, à celui que la communauté universitaire liégeoise a choisi pour me succéder. Il sera donc le 69e recteur de l'Université de Liège. Je lui souhaite tout le bonheur possible. Je le connais bien et j'ai pu apprécier pendant 9 ans l'ensemble de ses qualités d'homme intègre, travailleur et loyal. Je suis convaincu qu'avec son équipe de vice-recteurs et le soutien des doyens de faculté,
des présidents des conseils sectoriels de recherche et de la haute administration, chacun y mettant du sien dans l'intérêt supérieur de l'institution et mettant de côté ses intérêts, aspirations et ambitions personnelles, il va pouvoir affronter sereinement les défis qui l'attendent, et ceux-ci sont nombreux. En particulier, la mise en place du nouveau décret dit « paysage ». Un peu secoué au départ, il faut bien le dire. Il devra aussi se battre de concert avec les autres recteurs pour un juste refinancement de nos institutions, pour faire face à l'avènement de plus en plus manifeste du numérique, par exemple, à la fois dans l'enseignement et dans la recherche. Éviter les choses trappes que cet avènement implique. Ce sera un subtil équilibre à préserver pour ni se laisser envahir, ni manquer le train qui passe. Je forme également des vœux pour que, comme promis dans chaque déclaration de politique gouvernementale, qu'elle soit fédérale, régionale ou communautaire, la notion toujours présente de simplification des procédures administratives prenne enfin tout son sens et pas juste l'inverse. Car en effet, la lourdeur, les délais et les coûts des exigences et tracasseries administratives deviennent tels aujourd'hui qu'une réelle et considérable économie pourrait être réalisée aux dépens d'une frénésie procédurière de plus en plus insupportable et dont l'intérêt est fortement discutable. À l'université, transmettre signifie faire passer aux générations qui nous suivent le désir de savoir, de connaître, de comprendre. C'est aussi, par la recherche, leur communiquer la passion de la découverte. Mais c'est encore faire en sorte que leurs études, dans les meilleures conditions possibles, leur laissent l'opportunité de développer leur talent, quel qu'il soit. C'est pourquoi nous avons fait adopter par le conseil d'administration des statuts particuliers, celui d'étudiants artistes, d'étudiants sportifs et d'étudiants entrepreneurs. C'est pour nous une immense satisfaction quand l'un ou l'une d'entre eux s'illustre dans sa discipline extra-universitaire. Je voudrais leur rendre un hommage à tous aujourd'hui, car même dans un statut spécifique, leur passion exige d'eux des sacrifices démesurés qui commandent le respect. L'une d'entre eux est, je pense, je ne l'ai pas vue jusqu'à présent, mais je pense qu'elle est dans la salle, et j'aimerais que nous la félicitions ensemble. Il s'agit de Nafissatou Thiam, étudiante en deuxième bac en géographie, qui, parmi de nombreuses distinctions sportives, a ramené cet été des championnats d'Europe de Zurich la seule médaille belge, le bronze de l'heptathlon. Elle a, depuis lors, choisi de concourir également au triple saut dans le cadre des championnats de Belgique des espoirs et y a décroché le titre national. Est-ce que Nafi Thiam est dans la salle? Merci de nous donner raison. Avant de transmettre à Albert Corret les insignes symboliques de la charge en parfaite continuité, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux sans qui je n'aurais pu mener à bien ce que je considère immodestement comme un rectorat réussi. La liste des accomplissements est un peu longue et fera sans doute l'objet d'un dernier article de mon blog rectoral. En effet, je dois beaucoup au soutien indéfectible de mon vice-recteur durant 9 ans, Albert Corret, aujourd'hui recteur élu. Mais également à celui des vice-recteurs de mon second terme, Pierre Volper, Jean Marchal, Éric Aubruge et Freddy Coignoul. À celui de mes conseillers, Jacqueline Beckers, Édouard Delruel, Bernard Jurion, Jean-Olivier Defraigne et Jean-Claude Cornès.
à celui de mes deux administrateurs successifs, François Rondet et Laurent Despy, ainsi que de la directrice générale à l'enseignement et à la formation, Monique Marcourt de Fresnes. À celui de tous les doyens qui se sont succédés, Jean-Pierre Bertrand, Jean Winant, Michel Pâques, Olivier Capras, Pascal Lecoq, Jean-Marie Boucogneau, Rudy Clautz, Gustave Monen, Vincent Doriot, Michel Auge, Robert Charlier, Pierre Lequeux, Pascal Leroy, Serge Brédard, Michel Borne, Thierry Meulemans, Marc Dubru, Yves Cramat, Thomas Frolicher, Didier Vranken, Philippe Lepoivre, Norbert Nelles, Marc Gossens et Bernard Cormos. À celui des présidents des conseils sectoriels, Vinciane Pirenne, Edwin Depot et Alain van der Plachen. À celui des directrices et directeurs, Véronique Beauvroux, Anne Girin, Evelyne Goujon, Annick Comblin, Isabelle Halleux, Patricia Petit, Christian Evans, Didier Cortout et Fernand Bénédet, à qui il a succédé en cours de route, Michel Morand, Paul Thirion et tous leurs collaborateurs. Je voudrais également adresser mes félicitations pour leurs accomplissements aux membres des 3 nouvelles structures créées lors de mon rectorat et qui ont réalisé des prouesses impressionnantes. Les équipes d'Orbi pour le dépôt institutionnel et la politique d'open access la plus performante du monde. Ben oui, quand ça arrive, il faut le dire. De l'équipe de Radius pour le dispositif efficace et pratique d'intelligence stratégique institutionnelle et du service de communication pour la qualité de son travail, ses relations avec la presse, les productions vidéo maison, dont vous allez avoir quelques échantillons, et de très nombreuses initiatives originales. Il me plaît aussi de remercier les personnes qui ont partagé mon temps de travail en s'y adaptant au mieux, tâche difficile, je m'en rends compte. Anne-Marie Vega, Gwenaëlle Ancia, Evelyne Dumont et Fabien Pirard, auxquels je joindrai ceux qui ont été plus brièvement dans mon entourage immédiat, Benoît Morimont et Maria Reynaud. J'y ajouterai évidemment Christiane Girardi et Joachim Deloul, associés pour toujours à mes années de vice-rectorat. Une pensée également à l'odeur agréable de café, de jus de tomate, de sandwich et d'assiettes froides pour Anna Ferrari et Diana Roberti, ainsi que pour tout le personnel du rectorat. J'ai dû, pour une question de temps, m'abstenir de nommer beaucoup de personnes qui m'ont prodigué aide et sympathie. Qu'elles sachent qu'au fond de moi, je n'oublie personne et que je garde un souvenir vivace de chaque rencontre et de chaque collaboration. J'associe à cet hommage tout le personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de notre université pour le travail accompli. Ce sont eux qui font l'université. Sans eux, il n'y aurait pas de navire à piloter. Et être le capitaine n'aurait aucun sens. Je les remercie tous du fond du cœur et les encourage à continuer dans le même esprit de qualité et d'excellence. Plusieurs personnes ont eu un impact déterminant dans ma carrière. Feu Monique Reginster, ma patronne de mémoire puis de thèse. Monique Dubois-Dalc, ma promotrice de post-doc aux États-Unis. Le regretté Jean-Marie Guissen, et les professeurs Walter Verly, Joseph Martial, sans qui mon parcours eût été très différent. Jacques Piette et Catherine Sazzo, les piliers de mon laboratoire de virologie, responsables importants de l'actuel GIGA, un de mes bébés qui a bien grandi. Je salue également tous mes étudiants pour ce qu'ils m'ont apporté, ainsi que les mémorants et doctorants et tous mes collaborateurs scientifiques. Sans oublier Willy Legros, dont je fus le vice-recteur pendant 8 ans et qui m'a transmis de toutes pièces l'audace de tenir les rênes d'une université. J'ai aujourd'hui une pensée très forte pour mes parents, à qui je dois tout, et qui m'ont permis d'être ce que je suis devenu jusqu'au sortir de l'adolescence. Ils ne sont plus là, mais je pense souvent à eux, leurs sacrifices, leurs efforts, et à ce qu'ils penseraient aujourd'hui de mes succès comme de mes faiblesses. Mes enfants et mes petits-enfants sont pour moi une source permanente de joie et de fierté. Je partage avec eux la relation la plus précieuse qui soit, je pense, au sein d'une famille unie, une infinie complicité. Je les en remercie. Enfin, c'est à ma femme, Françoise,
que vont mes remerciements les plus chaleureux. Sans ses innombrables sacrifices, sa totale compréhension, son abnégation, son soutien presque inconditionnel, transparence. Jamais je n'aurais pu accomplir la carrière qui a été la mienne, d'abord comme chercheur, ensuite comme enseignant, enfin comme responsable universitaire. Pour tout cela, ma gratitude envers elle est absolue. Et j'espère pouvoir à l'avenir lui rendre un peu de ce qu'elle m'a tant concédé, du temps, quelques loisirs, des voyages et peut-être un mode de vie plus équilibré. Mesdames, Messieurs, j'arrive maintenant au terme de ce parcours passionnant autant qu'ardu, enthousiasmant autant qu'absorbant, heureux d'avoir pu répondre à beaucoup d'attentes, même s'il reste encore beaucoup de chantiers. L'institution a bien grandi. Si l'on devait sortir d'un long sommeil de 9 ans au bois dormant, la reconnaîtrait-on après l'intégration d'Arlon, de HEC, de Jean Blou, la création de la faculté d'architecture en dépit des réseaux d'enseignement, 11 facultés au lieu de 8, 3 grands secteurs de recherche, une commission académique, des vice-recteurs de mission, une culture de l'évaluation et bien d'autres choses encore. Je quitte l'institution avec la satisfaction d'avoir accompli presque tous les projets que j'avais pour elle. Et le cœur léger, car je la transmets en de bonnes mains. Albert Corret et moi, nous sommes toujours bien entendus, bien que nous soyons à bien des égards très différents. Mais c'est une bonne chose. En tant que biologiste, je sais que c'est de la diversité que naît l'évolution. Et notre université doit évoluer. Il est donc bon que les recteurs changent périodiquement. C'est un gage de renouveau. Il me reste à souhaiter longue vie à mon université, l'université de Liège, où j'ai fait mes premiers pas d'étudiant il y a tout juste 50 ans, jour pour jour. Et qui fêtera bientôt son 200e anniversaire, plus jeune et plus dynamique que jamais. Vive l'Université de Liège, vive le pôle d'enseignement supérieur de Liège-Luxembourg, mais aussi le pôle de Namur, auquel nous participons activement par l'intermédiaire de notre faculté Jean-Bloutoise. Vive la synergie indispensable de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur qui les constituent, un vœu que je formais déjà ici, il y a 9 ans, ici même. Vive les universités de la communauté française, dont je souhaitais déjà également, il y a 9 ans, ici même, qu'elles se dotent d'une coupole commune afin d'émerger résolument sur l'horizon mondial. Et cette coupole, nous l'avons sous la forme de l'ARES, et je profite de sa présence pour féliciter son premier président, le recteur de l'ULB, Didier Vivier, pour la remarquable maestria avec laquelle il l'a conduite durant ces 9 premiers mois. Ce n'est pas simple, et je sais qu'aussi bien qu'il ait pu en assurer l'exercice, il ne peut qu'être heureux et soulagé d'en transmettre à présent la charge. Vive la recherche universitaire, vive la science, vive la connaissance universelle et son libre partage. Bon vent à tous.